Il est 20 heures à Kinshasa, même heure dans la ville de Gbadolité, chef-lieu de la province du Nord-Ubangi. C'est l'heure de vous informer. À Osio, sud-ouest de Kisangani, les démons d'inimitié vont être conjurés entre Mbolé et Lengola. Les deux communautés travaillant ensemble pour la réussite de la cérémonie irrelative, preuve irréfutable que le vivre ensemble est une construction collective. Les obstacles naturels, les lieux d'entraînement hostiles, un centre de formation dont le nom inspire la peur. Kotakoli veut renaître pour sauver sa renommée. Le vice-premier ministre de la Défense nationale y croit et l'a visité. Dans 20 mois, les bateaux de haute mer accosteront au port en eau profonde de Banana. DPO en donne la certitude. Les travaux sur terrain font foi. Le VPM des transports et votre communication a scruté les horizons avec le directeur général de DPO. Vous le verrez dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a franchi le portillon du bureau du président de la République à la Cité de l'Union africaine. Le gouverneur du Sud Kivu s'y est rendu auprès du président de la République, garant de la nation et de bon fonctionnement des institutions, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui faire part de la situation de sa province sous occupation des terroristes du M23 AFC. Au sortir de cette audience, Jean-Jacques Pouroussi a lancé un message d'espoir à la population de sa juridiction. Pierre Kibambe Soumoïsa. Grâce à nos forces de défense et de sécurité et à la diplomatie agissante du président de la République, la guerre sera bientôt derrière nous. C'est en ces termes que s'est exprimé le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, au sortir de l'entretien qu'il a eu ce jeudi 19 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire, économique et politique était au cœur de cette entrevue. On a fait d'abord le point sur la situation sécuritaire, économique et politique de la province du Sud Kivu. Depuis que nous avons déplacé la capitale provisoirement de la province du Sud Kivu vers Uvira, lorsque l'ennemi, le M23 appuyé par le Rwanda, a occupé la ville de Bukavu. Donc on a fait le point, on a essayé de discuter sur l'évolution du front, de la ligne des fronts. On a, sur les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, on a vu que les mesures que le président de la République a prises par rapport à la situation sécuritaire sont salutaires. Nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien avec l'appui de nos jeunes patriotes, notamment les Ouazalènes, dont nous sommes très contents. Nous avons fait le point par rapport à ça. C'est un message de réconfort. Tout d'abord, nos sincères condoléances aux jeunes frères et sœurs qui sont tombés sur les lignes des fronts, aux victimes des violations massives des droits de l'homme. Comme vous le savez, on est en train d'enterrer vivants, de tuer, de violer des femmes et des enfants. Nous venons d'avoir encore une fois l'incident qui s'est passé dans la commune de Kadutu, plus précisément dans le quartier de Founou. Il y a quelques jours, lorsque le M23 a tiré à bout portant sur des civils qui n'étaient pas du tout violents. Donc c'est un message de condoléances au nom du président de la République. Aussi sa détermination à stopper cette souffrance, la spirale de la violence qui continue de la part du M23. Nous lui avons rapporté que nous avons dénoncé ces violations des droits de l'homme auprès de la Cour pénale internationale et des organisations comme Amnesty International qui viennent de publier un rapport pointu sur ça. Et nous avons préparé des dossiers pour que la CPI se saisisse du dossier du Nord et du Sud Kivu afin que ces coupables, donc ceux qui violent les droits de l'homme, le M23, appuyés par le Rwanda, leurs complices congolais, soient traduits devant les juridictions nationales et internationales, notamment à la Cour pénale internationale. C'est aussi un message pour dire que la guerre est bientôt derrière nous. Le président de la République déploie une diplomatie offensive, nous le voyons tous, et que bientôt il y aura la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et nous tenions vraiment à soulager. Donc il n'y a aucune souffrance qui n'a pas de fin. Même le déluge a eu la fin. Et aujourd'hui, la guerre mondiale a eu aussi la fin. Je tenais à dire au Sud Kivusien, au Nord Kivusien, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a amélioré les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, a décidé que assez c'est assez. Et donc, grâce à la diplomatie offensive, grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments armés, de nos forces,
eh bien, la guerre est derrière nous. Le gouverneur Pourouzi a appelé la population du Sud-Kivu à poursuivre la résistance passive et active. Nous allons récupérer nos frontières, nos territoires. Intégrité territoriale, a rassuré le chef de l'exécutif provincial du Sud-Kivu. Et je vous emmène en Italie, à Rome, à l'ouverture du sommet sur le plan Mattei et Global Gateway, une rencontre de haut niveau qui connaît la participation de nombreux dirigeants africains et du monde. La voix de la République démocratique du Congo est portée à ses assises par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Les discussions vont porter sur le plan Mattei pour l'Afrique. Chimène Dondo, Djokoku et Pompomba. À Rome, la RDC fait entendre sa voix, déterminée à bâtir une Afrique plus forte, plus unie et plus connectée au monde au sommet sur le plan Mattei et le Global Gateway. Sommet qui s'est ouvert ce vendredi à la Villa Doriam Pamphile. La première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka, qui s'est fait accompagner du ministre du Tourisme Didier Pombia Moussanga et du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe, y a porté haut les ambitions de la RDC. Au cœur de son discours, le projet des corridors de Lobito, un axe stratégique qui pourrait transformer l'économie de la sous-région. Dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, ça va se faire à travers notamment le corridor de Lobito, mais il ne faut pas voir le corridor de Lobito juste comme l'ouverture vers l'Atlantique à travers l'Angola et la Zambie du chemin de fer, mais il faut aller plus loin que ça en regardant tous les projets ou programmes structurants qui vont pouvoir être créés autour de ce corridor et en faire un pôle de développement. La RDC, riche en ressources, veut séduire les investisseurs. Judith Suminwa Tuluka appelle à la création d'un réseau de transport complet. Il y a des projets autant d'infrastructures routières, ferroviaires que fluviales et lacustres, mais aussi des programmes ou projets dans le cadre de l'agriculture avec le développement de chaînes de valeur, la transformation aussi minière qu'il va falloir prendre en considération et aussi, comme on met souvent l'accent sur ça avec le chef de l'État, tout ce qui est en perspective de la formation professionnelle qui viendra renforcer le capital humain qui est une de nos premières ressources et qui permettra justement à nos jeunes de trouver des emplois dans des domaines aujourd'hui qui sont à la pointe du développement. Avant de conclure son adresse, la chef du gouvernement de la RDC a fait un clin d'œil au projet de partenariat entre l'équipe de football italien AC Milan et le ministère du Tourisme congolais. Un partenariat qui allie diplomatie, coopération et investissement. Restons à Rome où se tient la deuxième conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel. 70 pays y prennent part dans la RDC par le truchement du premier vice-président du Sénat. Pour José Kalalawa Kalala, ce forum est un outil essentiel pour la promotion de l'inclusion et la coexistence pacifique. Anita Luamba pour ce commentaire. La deuxième conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, placée sous le thème « Renforcer la confiance et susciter l'espoir pour bâtir notre avenir commun », s'est ouverte à Rome. Elle vise à promouvoir le dialogue entre les religions comme un levier essentiel pour la paix, la cohésion sociale et le respect des droits fondamentaux. Pour la RDC, la participation du premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, revêt une portée stratégique et symbolique dans un contexte où le pays est confronté à de nombreux défis liés aux tensions communautaires et aux fractures identitaires. La présence du chef de la diplomatie parlementaire à Rome montre la volonté de la Chambre haute du Parlement de s'inscrire activement dans les initiatives internationales pour la paix. Une occasion pour José Kalalawa Kalala de saluer la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le thème de ces assises résonne au plus profond du cœur et de l'esprit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a résolument engagé notre pays sur la voie d'un avenir garanti par la paix, la tolérance et la coopération. Pour preuve, dès son entrée au pouvoir, il avait d'abord réuni toutes les confessions religieuses pour confier le pays au Créateur et il avait ensuite fait la ronde de tous les pays voisins pour tendre la main à ses homologues en vue de consolider
et renforcer la paix et la coopération sud-sud. Mais cette démarche salutaire s'est débutée aux velléités expansionnistes et génocidaires des régimes de certains pays voisins, dont organisée par l'Union interparlementaire et le Parlement italien en coopération avec l'organisation Religion for Peace, fait suite à la première conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel organisée en juin 2023 à Marrakech, au Maroc. Regagnons Kinshasa où l'urgence d'avoir un arsenal juridique efficace contre la corruption préoccupe tous les acteurs anticorruption. Au cours d'un déjeuner de concertation parlementaire vendredi au Fleuve Congo Hotel, les partenaires techniques et financiers de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption ont franchi un cap, l'engagement sans faille contre ce fléau et Dichala. Quelle législation, quel parlementaire pour une stratégie anticorruption efficace pour la RDC? Une question qui a mis ensemble l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC, le réseau des parlementaires africains contre la corruption APNAC et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Au cours de ce déjeuner de concertation parlementaire qui a connu la participation des députés nationaux, sénateurs, institutions de contrôle, parlementaires techniques et financiers et la société civile, toutes les questions sur un engagement nécessaire de tous pour lutter contre ce fléau qui maintient le pays dans le sous-développement ont été abordés. Des exposés très pertinents ont été faits, parmi lesquels celui de Michel Victor Lessaï Boudouka, coordonnateur de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption, APLC. La nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption 2022-2026 s'articule autour de 3 axes stratégiques suivants. La prévention, la détection et la répression. Tous sont unanimes, la corruption, il faut la combattre, mais il faut surtout se doter des outils juridiques efficaces. Le détournement de deniers publics est un problème majeur qui nuit à l'économie de la RDC et les auteurs, cela coule douce. Quelles sont les causes et quelles mesures faut-il prendre pour éradiquer ce phénomène devenu monnaie courante dans notre pays? L'honorable Gary Sakata a tenté de répondre au micro de Jacques Mégy et Patrick Kachala. Les causes des détournements sont variées et d'ailleurs multiples. Il y a les motivations personnelles liées à la cupidité et au désir d'un enrichissement rapide au détriment de l'intérêt général. Et la deuxième cause que l'on peut évoquer, c'est la pression familiale, sociale ou même politique. C'est dire que lorsque l'on est ce qu'on appelle autorité morale, donc chef d'un parti politique, et que l'on occupe une fonction publique, l'on est tenté de se servir, pas forcément pour soi-même et manger à la maison, mais c'est pour entretenir son parti parce qu'on se dit que l'on ne sait jamais demain. La troisième cause que l'on peut évoquer, c'est l'absence des sanctions dissuasives ou l'impunité dont bénéficient certains. Il faut prévoir des sanctions à 2 niveaux. Les sanctions pénales d'une part et les sanctions administratives d'autre part. Mais également, on peut également prévoir des sanctions à caractère moral. Commençons par les sanctions à caractère moral. Il faudrait que les détournements appellent une réprobation populaire, sans faille. Et apparemment, de plus en plus, on tente d'aller vers cela. Le peuple maintenant ne veut plus entendre quelqu'un défendre une personne qui est soupçonnée des détournements. Les sanctions pénales sont prévues dans le code pénal. Là, je pense qu'on a l'article 4 ou 5 qui détermine la liste des peines, qui prévoit la peine de mort, les travaux forcés, la servitude pénale, ainsi de suite, ainsi de suite. Suivi de ce que je veux dire, les sanctions administratives, premièrement, c'est la révocation de la personne, mais également la confiscation de ses biens. La République, ainsi que ses politiques ou ses gestionnaires, doivent prendre conscience que le détournement est un fléau, au même titre que la corruption, au même titre que la xénophobie, au même titre que le tribalisme. Ce sont des fléaux, tous au même niveau, parce que cela dessert l'intérêt général et met la République en danger. Il poursuit son désemparé, son périple dans le Grand Équateur. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est arrivé à 90 km de Gbadolité, à Kotakoli, ce centre d'entraînement de haut niveau des commandos FARDC. Sur place, Guy Kabombo Modianvita a eu une causerie morale avec les militaires avant de regagner Mbandaka en passant par Gemena, chef-lieu de la province de Sud-Ubangi. Regardez. Kotakoli, ce centre d'entraînement de haut niveau des commandos des FARDC, situé à 90 km de Gbadolité, chef-lieu de la province du Nord-Ubangi, a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Le mauvais état des routes n'a pas empêché Maître Guy Kabombo Modianvita de s'y rendre. Face au conflit civilo-militaire qui prévaut dans le territoire de Moba-Imbongo, le VPM de la Défense nationale s'est rendu pour la réparation des victimes.
Au cours d'une causerie morale avec les militaires en renforcement des capacités dans ce centre d'entraînement de Kotakoli, il a rappelé le principe de l'armée comprise dans la devise « Ne jamais trahir le Congo ». Sur les questions de survol de l'espace aérien et les immigrés éleveurs Mbororo infiltrés par les milices Seleka et Anti-Balaka de la Centrafrique, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, maître Guy Kabombo Modianvita, a rassuré que la question est déjà traitée au Conseil des ministres par sa collègue en charge des affaires étrangères. Il a rappelé par ailleurs qu'un accord de coopération militaire a été signé il y a quelques mois avec la République centrafricaine où son homologue centrafricain a affirmé que la RCA ne servira jamais de base arrière pour attaquer la RDC. Soucieux d'apporter les réformes de fond, se basant ainsi sur les réalités actuelles du terrain en vue de reconstruire les FRDC, mission lui confiée par le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre de la Défense nationale, ne laisse aucune région militaire derrière. Chaque problème spécifique sera pris en compte dans la nouvelle dynamique. Rappelons par ailleurs que le VPM de la Défense nationale, maître Guy Kabombo Modianvita, a atterri la veille à l'aéroport international de Gbadolité sous une pluie battante et a présidé le comité provincial de sécurité. Bien avant cela, il a fait un escale à Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, où il a assisté au briefing du secteur opérationnel Nord-Équateur. La proximité avec les épouses militaires et sa marque. Comme à l'accoutumée, il a également échangé avec elles en bon père de famille et les a promis l'accompagnement du gouvernement. À Kinshasa, les éléments des forces armées de la RDC, de la 14e région militaire et ceux de la police nationale congolaise ville de Kinshasa étaient en parade mixte. Le commandant de la 14e région militaire, Stazin Bouyou, leur a rappelé leur mission. Edith Chala. Parade mixte FARDC, police nationale congolaise. Tout a commencé par la prière. Le commandant de la 14e région militaire, le général Stazembu Yukizimu, a, au cours de cette causerie morale, axé son intervention sur 4 points. Il était donc question de la mission de l'armée et de la police, de la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays et de Kinshasa en particulier, de la discipline, de la problématique d'utilisation des réseaux sociaux et de l'amour de la patrie. La ville de Kinshasa doit être calme, comme le veut le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Le militaire doit être loyal envers sa patrie et ne jamais trahir le Congo. La discipline étant la mère des armées, a-t-il rappelé. Le général-major Stazembu Yukizimu a insisté sur l'appel du chef d'état-major général qui veut que les troupes de la 14e région militaire soient modèles. Éviter ainsi le vagabondage en tenue avec armes et faire très attention à ceux qui s'adonnent à des actes qui favorisent l'insécurité. Militaire doit dénoncer tout mouvement suspect. Président Tshisekedi, il faut tous à la maille. Le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se bat jour et nuit pour que ce pays que Dieu nous a donné soit en sécurité pour notre progéniture. La sécurité de la ville-province de Kinshasa est notre devoir. Défendre toutes ses limites et la population. Cette histoire de braquage qui prend de l'ampleur doit prendre fin, comme le veut le chef de l'État. Celui qui tombera dans le filet de forces de défense et de sécurité, sa place est en prison, quel que soit son grade. Cette rencontre avec les hommes des troupes consiste en leur réarmement moral et à les sensibiliser sur les responsabilités dans le maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Comme des traditions, la causerie morale s'est terminée par un défilé des troupes. Et elles ont décidé de fumer le calumet de la paix. 2 communautés de la Tchopo, les Mbole et les Lengola, vont se retrouver demain samedi à Osio, situé à 17 km de la rive gauche du fleuve Congo, au sud-ouest de Kinshasa, pour la cérémonie rituelle de réconciliation devant sceller la cohésion sociale. Regardez. Kisangani, sur la rive gauche du fleuve Congo, précisément dans la commune de Lubunga, s'apprête à accueillir une cérémonie coutumière historique, la réconciliation entre les communautés Mbole et Lengola.
Le lieu de l'événement en cours d'aménagement est situé dans le quartier Lokwa Osio, précisément sur les terrains situés à proximité de la célèbre prison d'Osio. Le choix de ce site est justifié. C'est ici où le désaccord a commencé. Le conflit foncier est le nœud du problème. Une équipe du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Chabani Louko Jacquemin, a effectué une visite d'inspection sur le site. Après des années de tensions intercommunautaires ayant profondément secoué la province de la Chopo, l'Embolé et le Lengola s'apprêtent à tourner une page douloureuse de leur histoire commune. À l'initiative du gouvernement, nous avons accepté de nous réconcilier. Les couples intercommunautaires pour le Lengola avaient été contraints à la séparation. Lors de cette cérémonie, ils regagneront leur foyer. Nous sommes réjouis d'avoir la présence des VPM chez nous à Lubunga pour la rituelle. Nous les remercions d'avance parce qu'ils représentent les garants de la nation qui a un bon diplomatie. La cérémonie trouve ses origines dans 3 jours d'échanges intenses tenus en décembre 2024 à l'université de Kisangani. C'est à cette occasion que les représentants des 2 communautés ont exprimé d'une seule voix leur volonté de mettre fin aux hostilités. Parlons à présent du port en eau profonde de Banana. La première phase des travaux de dragage vient d'être complétée avec succès. La livraison du port est prévue d'ici 20 mois. C'est pas moi qui le dis, ce sont des propos du directeur général de DPO, Georges Rico, au sortir de sa séance de travail avec Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports et votre communication. Regardez. Lors de cette réunion de travail, le directeur général de DP World RDC, M. Georges Rico, a affirmé que la première phase de travaux a été menée avec succès, notamment le dragage initial du site. Il a rassuré. Le port, dont la livraison est prévue d'ici 18 à 20 mois, permettra l'accueil des navires de grande taille avec un quai de 600 mètres, un tirant d'eau de 18 mètres et une capacité de manutention des conteneurs d'environ 450 000 conteneurs EVP équivalent 20 pieds par an. Les installations seront dotées de dernières technologies portuaires. On espère avancer le plus rapidement possible. C'est une priorité pour tout le monde, en fait. Donc, on est très engagé de le faire avec nos partenaires. Cette séance de travail s'est tenue en présence de hauts responsables de DP World Afrique, dont M. Mohamed Okoje, CEO et directeur général Afrique subsaharienne, M. Tariq El Farouki, directeur général de DP World RDC. Ce projet majeur s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour faire de la RDC un acteur clé du commerce maritime régional et mondial. Quittons le port pour la voie ferrée. Bientôt la reprise du trafic du train reliant l'aéroport international de Njili, gare centrale, ainsi que la ligne Matadi-Kinshasa. ONATRA, par le truchement de son directeur général, Martin Lukusa, est préoccupé pour la modernisation de cet office. Rodépanda. Ces morceaux de métaux entassés comme de bois morts sont partie de la voie ferrée pour les trains urbains reliant l'aéroport international d'Njili et la gare centrale. Préoccupé par la modernisation de l'Office national des transports, ONATRA SA, le comité de gestion dirigé par Martin Lukusa, aux côtés du DG Benendo et du PCA Mathieu Mananga, la réhabilitation de ces rails pour la relance du trafic urbain est bien activée. Seule meilleure alternative pour les transports de masse et soulager la population de Kinshasa des embouteillages quotidiens. Déterminé à rénover cette ligne ferroviaire sous l'impulsion du gouvernement de la République à travers le ministère des Transports et Voies de Communication, Martin Lukusa, accompagné d'une équipe d'experts, est descendu sur le terrain pour constater, inspecter et évaluer les travaux de protection des plateformes endommagées. Là, je suis venu vérifier réellement si les travaux sont faits tels que les rapports nous parviennent. Parce que la pression devient grandissante. Il faut impérativement que les trains reprennent. Je vais profiter pour remercier sincèrement le vice-premier ministre, ministre du Transport, qui a mis vraiment tout ce qu'il avait dans la poche dans ces travaux. Et ça,
La recommandation du président de la République, le chef d'État qui suit tous les jours ses travaux. Au port de Matadi, la construction des quais se poursuit. Les premiers trains de marchandises ont commencé l'évacuation du ciment à l'usine de Minkelo à Songololo. Les innovations avec la construction des quais flottants pour le trafic fluvial avec des bateaux urbains, c'est un exemple éloquent. Les centres médicaux de la Gombe et de Kaouka dans la commune de Kalamon ont été complètement réhabilités, explique le directeur intérimaire du département de la santé, Kisolo, est le médecin directeur. On a mis à niveau la qualité des services au centre médical CMS, où on a fait des innovations. De même à Kaouka, où nous venons de réceptionner l'ouvrage maternité de Kaouka. Sous la direction de l'actuelle direction générale, dirigée par M. Martin Lukusa et M. Gabin Lulendo, nous avons acquis un appareil d'échographie moderne de la dernière génération et nous avons un laboratoire qui nous permet de réaliser dans un temps record certains examens. Pour le gouvernement congolais, l'ONATRA doit assurer sa suprématie des transporteurs numéro 1 des grands tonnages et désenclaver les Grands Congo. Et l'Est du pays continue de vivre au rythme des combats et de l'occupation rwandaise. Depuis Sud Kivu, les voix s'élèvent et les jeunes et les femmes bravent la peur. D'autres franchissent les frontières et portent leurs cris de détresse jusqu'à Kinshasa. Ils se sont entretenus avec le ministre d'État en charge du budget, Meboji Sangara, Rikinzuzi Loya et Hermen Bangando. Ils sont venus du Sud Kivu pour rencontrer le ministre d'État en charge du budget, Meboji Sangara. Les représentants du Conseil provincial de la jeunesse et du caucus des femmes pour la paix ont transmis les préoccupations urgentes d'une population en détresse réfugiée à Uvira depuis l'occupation de Bukavu par les rebelles du M23 AFC soutenus par le Rwanda. Et Meboji Sangara a salué l'initiative citoyenne portée par les jeunes Kijana Linda Mwenzako na Jimbo Lako. Un programme qui mêle patriotisme, art et don de sang pour soutenir les FARDC et les Wazalendo. Un diplôme de mérite a été remis à Boji Sangara en reconnaissance de sa proximité avec les populations et de son engagement constant aux côtés du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. De leur côté, les femmes ont brossé un tableau sombre de la situation sur le terrain. Effondrement économique, violence sexuelle en hausse, services publics paralysés. Mais elles restent actives et déterminées. Le pillage de marchés et de commerces a anéanti les petites entreprises, source de revenus pour nombreuses familles. Elles ont présenté un cahier des charges structuré demandant, entre autres, un soutien à la résilience économique des femmes, la création d'un fonds pour les survivantes des violences, une participation accrue à la gouvernance locale et l'intégration de leurs priorités dans le budget national. Et en nouvelle, nous venons de l'apprendre, il est arrivé à Kinshasa ce vendredi. Le général Mozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, a eu une séance de travail avec son homologue congolais, le général Banza Mouilamboué, Jules, chef d'état-major général des FARDC. Après la séance de travail, ils ont signé le mémorandum d'entente révisé et actualisé sur les opérations conjointe contre les ADF et autres groupes armés locaux en Ituri et au Nord Kivu. Les images dans nos prochaines éditions. En images, une matinée d'échange sur les accords commerciaux signés par le gouvernement dans le cadre bilatéral s'est tenue hier à Kinshasa. Les précisions avec Eric Abamba. Une matinée d'échange pour mettre à la portée de tous les partenaires les différents accords commerciaux signés par la République démocratique du Congo dans le cadre bilatéral. Au cours de cette matinée, les participants vont analyser un par un tous ces accords signés dans divers secteurs comme les commerces des marchandises, le service, la facilitation des échanges et la coopération douanière. Ceci pour dégager les avantages, faiblesses et aussi apporter certains amendements. L'objectif de cette matinée, organisée par l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX, est d'améliorer les investissements et la coopération avec d'autres pays et organisations sous-régionales.
Pas seulement, mais également tirer profit des avantages offerts par chaque accord pour éviter les pertes dans des exportations des produits congolais, a précisé le directeur général de l'ANAPEX, Mike Tambouilou Bemba, qui a ouvert ses travaux. Ces assises sont organisées dans le souci d'avoir une connaissance claire sur les différents accords commerciaux existants et en faire état de lieu. Cela ne se fera point sans identifier les obstacles qui entravent la mise en œuvre de ces instruments, le partage des bonnes pratiques ainsi que la formulation des recommandations concrètes pour mettre en place des mécanismes de mise en œuvre profitables aux opérateurs économiques congolais. Toutes les recommandations qui sortiront de ces assises seront soumises au secrétariat technique pour approbation avant de le remettre officiellement au ministre du Commerce extérieur. En politique, les présidents fédéraux de l'UDPS pour la ville de Kinshasa ont réuni les présidents sectionnaires et cellulaires pour une séance d'échange sur la situation actuelle au sein du parti Alain Bikaï. À la lumière des textes réglementaires du parti, les présidents des 4 fédérations de l'UDPS ville de Kinshasa ont analysé avec les gestionnaires du parti à la base la situation de la crise artificielle créée par un groupe de cadres frondeurs. À l'issue de cette rencontre, ensemble, ils ont déploré la violation flagrante des statuts et règlements intérieurs de l'UDPS par la bande de Déo Bizibou. Nous sommes navrés de constater de manière permanente une déstabilisation programmée et une mise en exécution par le groupe de frondeurs conduit par M. Bizibou Balola, usurpateur du pouvoir de qualité de secrétaire général du parti UDPS Tshisekedi. Voyant la manière dont M. Bizibou Balola est en train de doubler les organes du parti à l'exécutif national dans les 4 fédérations de la ville-province de Kinshasa et dans quelques provinces du pays, prouve à suffisance qu'il s'agit bel et bien d'une rébellion au sein du parti UDPS Tshisekedi qui tend à la création d'un parti politique. L'UDPS Tshisekedi est un parti politique bien organisé, structuré, et c'est pourquoi notre décision de la base, pour qu'il y ait la paix du parti, notre mémo sera déposé entre les mains du président du parti, l'autorité suprême de référence. Pour eux, l'UDPS n'est pas à vendre, moins encore un bien sans maître. La diplomatie agissante sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnu à juste titre. Les parlementaires, membres du groupe d'amitié RDC-USA, en ont ressenti les effets lors d'un dîner d'échange placé sous le thème pour une diplomatie parlementaire active et un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Mami France Zaina. En prélude d'un accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, dans les prochains jours, les groupes d'amitié RDC-USA réunissant des députés nationaux et sénateurs, des représentants du gouvernement ainsi que de membres de la diplomatie américaine pour échanger sur les sujets d'intérêt commun. C'est avec satisfaction de voir toute la nation, toutes les institutions soutenir non seulement les discussions de l'accord minier entre la RDC et les États-Unis, mais aussi les différentes initiatives diplomatiques prises d'un côté par le président Félix-Antoine Tshisekedi et de l'autre côté par les États-Unis d'Amérique. Sous les thèmes pour une diplomatie parlementaire active et un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les États-Unis. Objectif, renforcer les efforts bilatéraux pour la paix, notamment à l'est de la RDC, en proie à des conflits armés depuis plusieurs décennies. L'ambassadrice des États-Unis, Lucy Tamlin, mentionne l'attachement de son pays à la RDC et félicite le président de la République pour sa diplomatie agissante. À son tour, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, s'est attelé sur les 5 piliers dont la RDC et les États-Unis vont s'appuyer pour un partenariat gagnant-gagnant. L'activité était caractérisée par la remise des prix d'excellence au président Félix-Antoine Tshisekedi pour sa diplomatie. Ces prix a été également décerné au président Donald Trump.
Et cette communication, le directeur de cabinet du président de la République, M. Anthony Kinzo Kamole, porte à la connaissance de l'opinion qu'il a été constaté une vive préoccupation, la circulation des fausses correspondances frauduleusement établies ainsi que l'émission d'appels téléphoniques en ces noms et qualités. En effet, les individus mal intentionnés usurpent son identité en fabriquant des faux en-têtes de la présidence de la République et en imitant sa signature afin produire des lettres de recommandation adressées à divers responsables d'entreprises et d'établissements, des services publics et d'autres structures tant publiques et privées dans le but d'obtenir des embauches, prestations ou avantages indus. Des actes sont parfois accompagnés d'appels. Le directeur de cabinet tient à préciser qu'aucune lettre de cette nature ni aucun appel téléphonique n'ont été émis par lui dans ce sens depuis sa nomination à cette fonction. Pour toute information ou besoin de vérification, il est recommandé de contacter directement son bureau au numéro suivant plus 143 704 22 99. Enfin, le directeur de cabinet se réserve le droit de traduire devant une juridiction compétente toute personne impliquée dans les manœuvres frauduleuses susdécrites. Faites à Kinshasa le 30 juin 2025, Honoré Michabo Mitenge, assistant principal. Les autorités de la Régie des eaux ont présenté hier Fleuve Congo le rapport des états financiers pour l'année fiscale 2024. Juste après ce journal, vous le suivrez en page magazine. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la ville de Guadolité, chef-lieu de la province du Nord-Ubangi et partout ailleurs